Le 9 septembre 1999, la police de Long Island a reçu un appel inquiétant d'une personne préoccupée qui rapportait la découverte d'un vieux tonneau avec des restes inconnus dans la cave de sa maison. Les enquêteurs sont arrivés sur les lieux et ont rencontré le propriétaire inquiet Ronald Cohen. Il a expliqué qu'il avait récemment vendu la maison et était en train d'emballer ses affaires. Quand il est descendu à la cave, il a remarqué que tous les déchets n'avaient pas été enlevés. Dans le coin se trouvait un grand tonneau sale d'une capacité de 55 gallons avec de grandes étiquettes. Sur une note attachée, il était écrit que le tonneau était trop lourd pour être déplacé et nécessiterait un équipement spécial pour le transport à cause du poids et des marquages chimiques. Cependant, les déménageurs ont sorti le tonneau dehors. Cohen a décidé de l'ouvrir et de vérifier le contenu. Quand il a enlevé le couvercle, une odeur désagréable s'est répandue dans l'air. Mais ce n'était pas le pire. À la surface, il a vu une main et des chaussures de femme à talons hauts. Tout était couvert de divers matériaux et d'une substance chimique verte visqueuse. Cohen a dit qu'il avait vécu 9 ans dans cette maison et n'avait jamais vu ce tonneau. On pouvait voir que l'homme était choqué. Pendant plus de 9 ans, il avait vécu dans la maison. Et tout ce temps, ce tonneau avait été dans la cave. La police n'a rien remarqué d'inhabituel dans le comportement du propriétaire. Ils ont mené une enquête approfondie de tout le bâtiment, y compris la cave, pour trouver des preuves qui pourraient éclairer ce qui s'était passé. Mais le réservoir avait déjà été touché par beaucoup, et l'espoir de trouver des empreintes digitales avait presque disparu. La seule piste pour les enquêteurs était le réservoir lui-même et son contenu. Le réservoir a été envoyé au laboratoire pour analyse. La première chose que les spécialistes ont remarqué était qu'il était complètement rempli de petites billes de plastique noires et blanches de la taille de pois. Pour accéder au contenu, ces billes ont dû être enlevées pendant plusieurs heures. Quand le couvercle du réservoir a été fermé, apparemment l'oxygène à l'intérieur s'était épuisé, ce qui a mené à la momification de tout ce qui se trouvait dedans. Après avoir enlevé le contenu, il est devenu clair qu'il s'agissait d'une femme aux cheveux foncés jusqu'aux épaules. Sa taille était d'environ 150 cm et son âge était estimé entre 25 et 35 ans. Remarquables étaient les plombages en or sur ses 2 dents de devant. Les experts ont soupçonné que de tels plombages sont typiques de l'Amérique centrale, ce qui pourrait indiquer son origine latino-américaine. La femme portait un manteau de léopard en fausse fourrure et une robe à motif floral. À ses pieds, elle avait des chaussettes de laine et des chaussures. Ce style vestimentaire était populaire chez les femmes dans les années 60 et 70. De plus, la femme était enceinte de 8 mois. Au fond du réservoir, les enquêteurs ont découvert un liquide vert visqueux qui s'est avéré être un mélange de liquide et de peinture. À l'intérieur du réservoir, ils ont aussi trouvé un sac à main contenant un carnet, un kit de maquillage et un portefeuille avec la carte de visite d'un médecin qui était retraité depuis longtemps. Pendant l'examen, une autre découverte inhabituelle a été faite. Une tige de plastique avec des feuilles. Cet objet jouera aussi un rôle dans l'affaire plus tard. Dans le sac, il n'y avait pas de papier d'identité, mais il y avait un carnet. Le carnet était très endommagé. Beaucoup d'entrées étaient floues ou illisibles. C'est pourquoi il a été donné aux spécialistes pour la récupération de l'information. Pendant que les experts restauraient les entrées du carnet, les enquêteurs ont vérifié tous les cas de femmes latino-américaines disparues dans les 10 dernières années. Mais aucun des cas ne correspondait à la description de la femme trouvée. Il semblait que personne ne regrettait cette malheureuse. Normalement, une enquête commence par la collecte d'informations sur la personne, avec qui elle était amie, quelle connexion elle avait et à quoi elle s'occupait. Dans ce cas, les enquêteurs n'avaient pas d'informations sur l'identité de la victime. C'est pourquoi les enquêteurs ont décidé de commencer par l'enquête sur la maison où le tonneau a été trouvé. La maison a été construite en 1959 et avait changé de propriétaire 4 fois dans les 30 dernières années. Avant l'homme qui a trouvé le tonneau, 3 familles différentes avaient vécu dans la maison. Toutes étaient aisées.
avec des enfants et sans problèmes avec la loi. L'enquête était dans l'impasse. Il était improbable qu'aucun des propriétaires ait gardé un tel tonneau dans la cave, même temporairement. En révisant les dossiers de l'affaire, l'enquêteur s'est rendu compte que toutes les preuves cruciales étaient directement devant lui, dans le tonneau lui-même. Son attention s'est dirigée vers les inscriptions sur le tonneau, dont une disait « Rome, New Jersey ». Il s'est avéré que Rome était une usine de fabrication de tonneaux. Alors l'enquêteur s'est dirigé vers l'usine pour continuer l'enquête. Un des ouvriers de l'usine a expliqué que selon les réglementations fédérales, chaque conteneur fabriqué doit être marqué car beaucoup d'entre eux sont utilisés pour stocker des substances dangereuses. Ce marquage aide à suivre les conteneurs. Chaque numéro sur le conteneur porte de l'information. Par exemple, 55 indique la capacité du conteneur, 55 gallons. Le numéro 3 représente l'épaisseur de la paroi du conteneur, qui est de 3 mm. Le numéro 63 montre que le conteneur a été fabriqué en mars 1963. Sur l'étiquette verte attachée au conteneur se trouve le logo d'une entreprise chimique qui avait précédemment acheté ces conteneurs de l'usine. L'enquêteur a découvert que cette entreprise chimique avait obtenu de nouveaux propriétaires en 1970. Ils ont rapporté que la production de la peinture verte de ce conteneur avait été discontinuée la même année. Les billes de plastique trouvées dans le tonneau étaient utilisées pour fabriquer divers objets comme des jouets, des chaises et des fleurs décoratives. Cette information s'est avérée importante pour l'enquête. Il est devenu clair que l'événement lié à ce tonneau ne pouvait avoir eu lieu qu'après 1963. Les événements décrits proviennent des années 70, quand la ligne de production de peinture verte a été discontinuée et les tonneaux ont été fabriqués. Possiblement, le perpétrateur travaillait dans une usine de plastique ou avait accès à une où cette peinture verte était utilisée. Cependant, chercher une telle personne après 30 ans pourrait prendre beaucoup de temps et ne mener à aucun résultat. En attendant, les experts ont reçu les résultats de l'analyse du carnet trouvé dans le conteneur. Avec les technologies infrarouges modernes, ils ont réussi à restaurer l'information sur les pages du carnet et les entrées, presque disparues, sont devenues lisibles. Le déchiffrement de l'identité de la femme était directement sous les yeux des enquêteurs. À l'intérieur de la couverture, ils ont remarqué un numéro précédé de la lettre A. Présumément, la femme venait d'Amérique latine et ce numéro aurait pu être son numéro d'enregistrement. Aux États-Unis, chaque migrant reçoit un numéro unique. Après que l'enquêteur ait contacté le service d'immigration et de citoyenneté, il a pu obtenir des informations sur la personne avec le numéro spécifié. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une femme nommée Reina Angelica Marquin, qui est arrivée du Salvador en août 1966 à l'âge de 25 ans. L'identité de Reina a été confirmée par une photo de 1960 et son nom. Les enquêteurs n'avaient pas d'idée claire des objectifs de Reina en Amérique, mais ils ont essayé de comprendre qui aurait pu entraver ses plans. Dans les jours suivants, l'enquêteur a appelé tous les contacts du carnet d'Irina pour trouver des indices. Le dernier appel était un contact vers une entreprise dans le quartier textile de Manhattan. Une femme a pris l'appel et s'est montrée prête à se rencontrer et discuter de l'affaire. L'enquêteur a expliqué pourquoi il s'était adressé à elle et elle a accepté une rencontre pour continuer la conversation. Quand Cathy Andrade regarda la photographie, ses yeux se remplirent de larmes et elle chuchota doucement « Mon Dieu, elle n'est plus avec nous ». L'enquêteur qui se tenait à côté hocha silencieusement la tête et Katie commença à raconter une histoire qu'elle avait gardée dans son cœur pendant plus de 30 ans. En l'année lointaine de 1967, Cathy rencontra Reina pour la première fois dans une église catholique à Manhattan, New York. En entendant l'accent familier dans sa voix, Katie ne put s'empêcher de s'approcher et de demander « Venez-vous par hasard du Salvador ?» Reina sourit et répondit par l'affirmative. « Moi aussi !» s'exclama joyeusement Katie. Ainsi commença leur amitié étroite, unie par leur patrie commune. Reina partagea avec Cathy ses difficultés. Le divorce et le déménagement à New York l'année dernière dans l'espoir d'une nouvelle vie. Elle travaillait dans une usine au centre-ville et vivait dans un foyer catholique pour filles. Malgré toutes les difficultés,
Reina gardait toujours un sourire et l'envie d'apprendre. Reina était connue et respectée parmi les membres de son église, qui l'aimaient et l'appréciaient. Chaque jour après le travail, elle étudiait assidûment l'anglais. Elle se réunissait presque quotidiennement avec ses amis pour discuter des nouvelles et des événements du jour. Particulièrement souvent, Reina racontait des histoires sur son bien-aimé dont elle gardait le nom secret, même devant sa meilleure amie. Cet homme restait un mystère. Mais un jour, Reina avoua à l'enquêteur Katie que son petit ami était marié et qu'ils ne pouvaient se rencontrer qu'à certains jours. Katie s'inquiétait beaucoup pour son amie et lui conseillait souvent d'être prudente, avertissant « De telles relations peuvent mener à des conséquences inattendues. » Reina répondait calmement « J'attends déjà un enfant. Tout ira bien. Mon petit ami a promis de quitter sa femme et de nous louer un appartement. » Et étrangement, cet homme mystérieux tint sa promesse. Après avoir loué l'appartement, il insista pour que Reina quitte son travail. Il s'inquiétait pour sa santé et celle de leur futur enfant. Katie, au contraire, pensait que la vraie raison était qu'il ne voulait pas que quelqu'un apprenne l'état de Reina, car il était marié. Malgré tout, Reina et Katie maintinrent un contact hebdomadaire. Si Reina n'appelait pas en premier, Katie établissait elle-même le contact. Reina semblait toujours satisfaite et racontait joyeusement à Katie que son petit ami quitterait bientôt sa femme. Chaque mois, son petit ami emmenait Reina chez le médecin, s'occupait d'elle, lui apportait de la nourriture et tout le nécessaire. Il semblait qu'elle ne manquait de rien. Katie croyait que tout allait très bien pour son ami. Un soir, à la fin de la journée de travail, le téléphone sonna dans le bureau où travaillait Katie. Katie décrocha le combiné et entendit la voix inquiète de son amie Reina. À travers ses larmes, Reina raconta qu'elle avait rencontré la femme de son bien-aimé. En panique, elle répétait qu'il lui avait dit qu'elle l'avait fait en vain et que toutes ses promesses avaient été des mensonges. Au 8e mois de sa grossesse, fatiguée d'attendre que son partenaire dise la vérité à sa femme, Reina décida de tout raconter elle-même. Après s'être un peu calmée, elle raconta à Katie qu'elle avait déjà appelé la femme de son petit ami et lui avait dit la vérité. En réponse, son bien-aimé appela Reina et se montra très mécontent de son comportement. Katie laissa tout tomber et courut vers son amie. Quand Katie arriva à l'appartement de Reina, elle remarqua que la porte était entr'ouverte. Elle entra et appela plusieurs fois le nom de son ami, mais il n'y eut pas de réponse. Quand Katie entra dans l'appartement, son regard se dirigea immédiatement vers une chaussure qui gisait sur le sol de la cuisine. Sur la table de la cuisine se trouvait un plat qui était encore chaud. Inquiète, Katie se rendit immédiatement au commissariat. Là, on l'écouta attentivement, mais on refusa de prendre une plainte, car trop peu de temps s'était écoulé depuis l'incident. Les enquêteurs connaissèrent des cas où des hommes avec des maîtresses enceintes disparaissaient et ne voulaient donc pas consacrer de ressources à la recherche de la femme. Mais Katie était sûre que son amie était en danger. De retour au travail, elle composa inlassablement son numéro, mais personne ne répondait. L'inquiétude pour Reina ne quittait pas Katie une minute, et elle pensait à elle tous les jours. Ne sachant pas vers qui se tourner pour demander de l'aide, et n'ayant pas de contact avec ses parents au Salvador, Katie se sentait complètement impuissante. Depuis lors, Katie n'entendit plus parler de Reina, mais fut toujours convaincue qu'il était arrivé quelque chose de terrible à son amie. Après que les enquêteurs eurent obtenu de Katie l'adresse de l'orphelinat catholique où Reina avait vécu auparavant, ils purent trouver toutes les données nécessaires. Des documents, il ressortait que Reina y avait vécu pendant un certain temps, avec des dates exactes de son arrivée et de son départ. Selon Katie, Reina quitta l'orphelinat au 2e ou 3e mois de sa grossesse, et elle fut trouvée au 8e mois. Ainsi fut établi que Reina tomba dans le tonneau en mars ou avril 1967. Grâce aux informations de Katie, les enquêteurs apprirent aussi que Reina avait une liaison avec un homme marié, tout comme les 3 précédentes propriétaires de la maison où le tonneau fut trouvé. L'enquête sur les documents immobiliers montra que la partie de la maison où le tonneau était conservé n'appartenait pas au plan original de la maison. Cette extension fut construite seulement en 1981.
Cela indiquait que le tonneau avait pu arriver dans la cave à ce moment-là. Les enquêteurs devaient découvrir qui avait réalisé cette extension. Les enquêteurs se concentrèrent sur Stan Miller, le deuxième propriétaire de la maison. Miller rapporta qu'il avait emménagé dans la maison en 1972 et avait immédiatement appris l'existence de l'extension illégale. En 1981, il fit établir tous les documents nécessaires. Il savait aussi l'existence du tonneau, mais pensait qu'il était resté après les travaux de construction et n'y prêta pas attention. Il conseilla aux enquêteurs de parler avec Howard Arends, qui avait vécu dans la maison avant lui. Les enquêteurs établirent qu'Howard Arends avait 40 ans au moment où Raina tomba dans le tonneau, était marié et père de 3 enfants. Bien qu'il fût considéré comme un citoyen respectueux des lois, les enquêteurs remarquèrent une circonstance. Le succès de sa carrière était lié à son beau-père, qu'il avait fait associer dans une entreprise de produits plastiques. Au fond du conteneur se trouvait de la peinture verte et une feuille de plastique. Le premier propriétaire de la maison, qui travaillait dans une entreprise qui fabriquait de tels matériaux et des fleurs artificielles, utilisait cette peinture pour teindre les produits. Wilkins travailla presque 2 décennies dans cette usine avec son beau-père et un collègue nommé Alvin Hauptmann. Quand l'entreprise ferma en 1972, il vendit sa maison à Chicago et déménagea avec sa famille en Floride. Les enquêteurs se dirigèrent vers la Floride pour parler avec le père de Wilkins, mais décidèrent d'abord de vérifier leurs suppositions et de rencontrer son ancien associé Chantanu, qui vivait aussi en Floride. On montra le conteneur à Malkin, et il le reconnut immédiatement, disant « Oui, de tels conteneurs étaient utilisés pour stocker la peinture verte. » Il reconnut aussi les balles qui y furent trouvées. Les enquêteurs s'adressèrent à Hauptmann avec des questions sur son ancien associé. Hauptmann raconta qu'Howard était une personne techniquement compétente, forte et endurante. Il mentionna aussi que Vince avait une jeune petite amie latino-américaine aux longs cheveux noirs et aux dents dorées. Les enquêteurs comprirent qu'il s'agissait de Raina. Hauptmann ne se souvenait pas de son nom, mais savait qu'elle avait travaillé à l'usine pendant environ 1 an et qu'un jour, elle n'était simplement pas venue au travail, après quoi personne ne l'avait plus vue. Hauptmann se souvenait aussi d'un incident étrange. Une fois, un propriétaire en colère du New Jersey l'avait appelé, là où Wilkins avait loué un appartement pour Regina. Le propriétaire menaçait que si Howard ne payait pas le loyer, toutes les affaires seraient jetées dans la rue. Quand le capitaine a transmis le message, il est immédiatement monté dans sa voiture et est parti. Le soir, il a apporté une télévision et une valise. En l'année 1967, le capitaine ne comprenait pas ce qui se passait. Mais 3 décennies plus tard, les enquêteurs étaient convaincus qu'Elkin avait emporté toutes les affaires de l'appartement de Raina. À ce moment-là, Raina était déjà dans le sous-sol de sa maison. Le 9 septembre 1999, une semaine s'était écoulée depuis que Raina avait été trouvée sous la maison à Long Island. Les enquêteurs étaient devant la porte de la maison de Howard en Floride. Howard avait l'air bouleversé quand il les a vus. Pendant une demi-heure, Howard a insisté qu'il n'avait jamais vu ce réservoir et son contenu. Les enquêteurs lui ont demandé « Connaissiez-vous la femme qui travaillait à l'usine ?» Wilkins a répondu « Oui, il y a longtemps, mais notre relation a été brève. Mon beau-père l'a découvert et a insisté pour que nous nous séparions immédiatement, ce que j'ai fait. » Quand ils lui ont demandé son nom, il a répondu qu'il ne se souvenait pas. Quand ils lui ont montré la photo, il a affirmé qu'il n'avait jamais vu cette femme. Les enquêteurs ont expliqué qu'ils étaient sûrs qu'il s'en était débarrassé et l'avait cachée dans le réservoir. Soudain, la conversation a été interrompue par un appel téléphonique. La femme de Vince a appelé. Dans la conversation avec elle, Wilkins n'a pas mentionné du tout la visite des enquêteurs. Après la conversation, il a dit aux enquêteurs qu'ils devaient quitter la maison. Évidemment, il n'avait pas d'autre choix. Quand les enquêteurs sont arrivés à la maison en Floride, ils n'avaient pas de mandat d'arrêt. Avant de partir, ils ont dit « Nous reviendrons avec un mandat d'arrêt ». Dès qu'ils sont sortis, l'un des enquêteurs a appelé le chef pour demander un mandat d'arrêt pour Howard. Le 10 septembre, la femme de Howard a signalé à la police que son mari avait disparu.
Howard Wilkins a disparu tôt le matin et a laissé son portefeuille à la maison. La police a commencé les recherches et a vérifié tous les endroits possibles où il pourrait être. Après 45 minutes, ils l'ont trouvé dans la maison d'un ami qui était en vacances. Howard était assis sur le siège arrière d'une voiture dans le garage et ne montrait aucun signe de vie. Les enquêteurs ne doutaient pas des raisons de ce qui s'était passé. Après avoir réalisé les conséquences de ses actions, Howard Arends a décidé de mettre fin à sa vie pour éviter le procès. Dans le laboratoire de New York, l'ADN de Howard et d'un enfant ont été comparés et une correspondance a été établie. Raina est restée 30 ans dans le réservoir. Tout ce temps, Elkin a vécu une vie normale et a élevé 3 enfants. L'amie d'Aina, Cathy Andrade, se blâme encore et dit « Je pensais que si j'étais arrivé 5 ou 10 minutes plus tôt, Raina serait encore en vie. » La police a trouvé la famille de Raina. Sa mère n'a pas su pendant 30 ans ce qui était arrivé à sa fille et où elle était. Raina a été transférée au Salvador, où elle a été enterrée sur la propriété familiale. Peu après, la mère de Raina est aussi morte et elle a été enterrée à côté de sa fille. Les actions humaines sont parfois si inattendues et inexplicables qu'il est pratiquement impossible de trouver une connexion logique entre les événements et leurs participants. Malheureusement, cette imprévisibilité permet à certaines personnes peu fiables de mener une vie normale pendant des années sans attirer l'attention des autorités chargées de l'application de la loi. Dans de tels cas, même les enquêteurs expérimentés ont du mal à déchiffrer les motifs et à établir les vraies causes des incidents. Au cœur de l'État d'Indiana se trouve le pittoresque North Webster, une petite ville entourée de lacs cristallins et de nature vierge. Cet endroit a toujours attiré les amateurs de pêche, tant les locaux que les visiteurs d'autres régions. Au milieu des années 70, la population de la ville atteignait à peine 500 personnes. Aujourd'hui, 2 fois plus de personnes y vivent, mais l'atmosphère de la chaleureuse ville familiale a été préservée. North Webster est toujours considéré comme un endroit idéal pour une vie tranquille, loin des métropoles bruyantes. Ici, tous se connaissaient personnellement et faisaient confiance à leurs voisins comme à des parents. Les enfants jouaient librement dans les rues, rendaient visite à des amis, et de nombreux résidents ne voyaient même pas de raison de verrouiller leurs portes. Pendant des années, l'excès de vitesse sur les routes locales est resté l'incident le plus grave. Mais l'année 1975 a changé le rythme de vie habituel de la ville. À cette époque vivait ici la famille Mitchell. Les époux se sont mariés immédiatement après leur diplôme. Ils étaient ensemble depuis l'école et ont toujours rêvé d'une grande famille. Leur premier enfant, la fille Laurel, est née le 24 mai 1958. Après 5 ans, Sarah est née, et plus tard, le fils cadet Bruce a rejoint la famille. Les parents ont entouré les enfants d'amour et de soins, créant dans la maison une atmosphère particulière de chaleur et de soutien. Les voisins disaient souvent que les Mitchell étaient un exemple parfait d'une famille américaine idéale. Malgré les difficultés de la vie, les époux sont toujours restés unis et se sont soutenus mutuellement. La famille était profondément religieuse. Tous les dimanches, tous les Mitchell assistaient à l'église. Laurel a montré dès l'enfance de la diligence dans l'apprentissage et possédait des capacités créatives exceptionnelles. Elle chantait dans la chorale locale, se produisait lors de concerts dans les villes voisines et participait à la vie sociale. Elle s'efforçait d'aider les gens et travaillait dans un camp d'église proche. Les membres de la congrégation la rencontraient souvent lors de réunions religieuses. Ils voyaient grandir cette jeune femme aimable et positive au caractère doux et à la volonté forte. Les proches croyaient au grand avenir de la fille aînée, qui s'occupait toujours de la famille et s'efforçait de soutenir les parents. La journée d'été du 6 août 1975 a commencé pour Laurel comme d'habitude. Elle a passé du temps avec ses frères et sœurs plus jeunes et a attendu le retour de ses parents du travail. Après le déjeuner, vers 14 heures, Laurel s'est dirigée vers son service au camp de l'église. Après avoir fait ses adieux à sa famille, elle est arrivée sans incident à son lieu de travail, comme toujours ponctuelle. Le plan était simple.
travailler jusqu'à 22 heures, puis retrouver des amis dans le parc local qui se trouvait à 800 mètres de l'église. Après la fin de son service, un collègue avec qui Laurel était amie lui a proposé de la conduire au parc. Cependant, la jeune femme a décidé de marcher pour profiter de l'air du soir. Après environ 10 minutes, à mi-chemin, elle a remarqué des connaissances de l'autre côté de la rue. Pressée d'arriver au rendez-vous, Laurel leur a seulement fait signe de la main, sans s'arrêter pour converser. Ce fut le dernier moment où quelqu'un l'a vue. Dans le parc, les amis ont attendu son arrivée. 20 minutes se sont écoulées, plus que suffisant pour parcourir cette distance à pied. Tous connaissaient Laurel comme une personne extrêmement ponctuelle, qui apparaissait même un peu plus tôt que convenu. Son absence déviait de son schéma de comportement habituel. Le groupe a décidé d'attendre, soupçonnant un possible retard à l'église. La situation était compliquée par l'absence de téléphone portable à cette époque. On ne pouvait contacter que par le numéro de téléphone fixe. Laurel ne pouvait pas annoncer un retard, donc les amis ont continué d'attendre. Après une demi-heure, légèrement irrités, ils ont abandonné les tentatives d'attendre leur amie et ont continué la soirée sans elle, sans rien soupçonner de grave. Les parents de Laurel n'étaient pas non plus initialement inquiets. Leur fille les avait informés à l'avance de ses projets de retrouver des amis après le travail. Elle avait promis de rentrer avant minuit, l'heure de couvre-feu établie. Mère et père lui avaient permis cette sortie, mais quand l'heure convenue s'approchait et que Laurel n'était toujours pas rentrée, l'inquiétude les a envahis. Contrairement aux amis, les parents comprenaient, un tel comportement était complètement étranger à leur fille. L'inquiétude des parents grandissait à chaque minute. Le comportement inhabituel de leur fille aînée a poussé la mère à clarifier immédiatement les circonstances de son absence. Laurel, âgée de 17 ans, et ses parents connaissaient très bien le cercle d'amis de la jeune femme. La plupart de ses amis habitaient à proximité. Malgré l'heure tardive, les parents ont décidé de ne pas attendre et de leur parler personnellement. L'inquiétude était plus forte que le désir d'attendre jusqu'au matin. D'abord, ils sont allés voir la meilleure amie, qui habitait de l'autre côté de la rue. Normalement, elles passaient du temps ensemble. La nouvelle que Laurel n'était pas apparue là fut une surprise désagréable pour les parents. L'amie qui était déjà rentrée chez elle a raconté que Laurel n'était jamais venue au rendez-vous dans le parc. C'est pourquoi le groupe était parti se promener sans elle. La mère a eu des nausées à cause de ces nouvelles, mais le père a essayé de garder son calme. Ils sont partis à la recherche de leur fille et ont examiné son itinéraire habituel, mais sans succès. Quand ils sont rentrés chez eux en espérant y trouver leur fille, les parents ont été déçus à nouveau. Alors la famille inquiète a commencé à appeler toutes les connaissances qui étaient d'une manière ou d'une autre en contact avec Laurel. Malgré l'heure tardive, les gens ont montré de la compréhension. Malheureusement, personne ne pouvait dire où se trouvait la jeune femme à ce moment-là. Alors la famille s'est adressée à la police et a signalé sa disparition. Cependant, les autorités ont commencé avec les excuses habituelles. À leur avis, la jeune femme de 17 ans, qui se dirigeait vers un rendez-vous avec des amis, était très probablement soit partie de chez elle après une dispute avec les parents, soit en visite chez des connaissances. Peut-être était-elle simplement restée plus longtemps à une fête. Les parents ont insisté sur le fait qu'un tel comportement était complètement atypique pour Laurel, qui passait la plupart de son temps à la maison et à l'église. Mais les policiers hésitaient à écouter. Les Mitchell ont passé presque 1 heure au poste en essayant de convaincre les officiers de la gravité de la situation. Leur fille n'aurait jamais manqué un rendez-vous avec des amis et le couvre-feu. À ce moment, un grand groupe de résidents de la ville s'était rassemblé, inquiets du sort de Laurel. Dans leur ville tranquille, où tout le monde connaissait tout le monde, de tels incidents étaient impensables. Grâce aux appels des parents, tout un groupe de bénévoles prêts à aider s'est rassemblé devant le poste de police. Malgré l'heure nocturne, les résidents ont décidé de participer aux recherches avec la police. D'abord, ils ont examiné la zone autour du camp et de l'église, par où Laurel devait passer en se rendant à la réunion. Ils ont vérifié tout l'itinéraire de la jeune femme, mais n'ont trouvé aucune trace. Les groupes de recherche se sont divisés et ont ratissé la ville jusqu'à l'aube.
mais la recherche est restée infructueuse. À 10h30, la recherche de Laurel parmi les amis avec qui elle devait se rencontrer n'a donné aucun résultat. Le dernier espoir que la jeune femme se trouve simplement chez des connaissances s'évanouit. Les enquêteurs ont soigneusement examiné l'entourage de la disparue. Dans les conversations avec la famille Mitchell, les officiers ont tenté de trouver des indices ou des connexions suspectes. Cependant, tous les contacts vérifiés se sont révélés irréprochables. Laurel a grandi dans un environnement protégé, loin de tout problème avec la loi. Les interrogatoires des amis n'ont apporté aucune information utile aux enquêtes. Dans la vie de la jeune femme, il n'y avait même pas de relation compliquée avec un jeune homme. Elle ne s'intéressait pas encore aux rendez-vous et aux relations romantiques. Les habitants de cette petite ville tranquille ne pouvaient pas croire à la possibilité de quelque chose d'inhabituel. La communauté locale, malgré sa petite taille, exigeait activement de la police une résolution rapide de l'affaire. Les enquêteurs ont établi que Laurel avait rencontré un groupe de connaissances environ 10 minutes après le début de son chemin. Elle leur a fait signe et est passée. Les jeunes ont remarqué sa bonne humeur et n'ont rien vu d'inhabituel dans les environs. Au même moment, un homme et son fils pêchaient plusieurs kilomètres au nord de la ville, sur la rivière. L'idylle fut perturbée par quelque chose d'étrange qui dérivait avec le courant. Le pêcheur, intéressé par l'objet peu clair, a dirigé le bateau plus près. En s'approchant, il a vu une jeune femme dans l'eau. Effrayé, l'homme a pensé qu'elle s'était sentie mal et était tombée accidentellement dans la rivière. Dans l'espoir d'aider, il l'a tirée dans le bateau et a essayé de lui donner les premiers secours. Malgré le temps chaud, la jeune femme était très froide. Quand toutes les tentatives d'aide furent vaines, le pêcheur et son fils ont ramé vers le rivage. En voyant une voiture qui passait, il a demandé au conducteur d'appeler les services d'urgence. À ce moment-là, la disparition de Laurel Mitchell n'avait pas encore été officiellement signalée. Aucun document n'a été trouvé sur la jeune femme, ce qui a compliqué l'identification. Les officiers arrivés ont remarqué une bague avec des initiales à sa main. Le pêcheur et son fils n'étaient pas d'ici et ne pouvaient pas aider à l'identification. Après plusieurs heures, Laurel a été signalée comme disparue. Basé sur les initiales de la bague, on pouvait supposer que c'était elle. Les parents ont plus tard confirmé l'identité de leur fille. Initialement, la version d'un accident est apparue, une chute du pont due à l'imprudence ou à l'influence de l'alcool. Mais les parents ont rapidement réfuté ces suppositions. Ils ont raconté que Laurel nageait depuis l'âge de 4 ans, aimait l'eau et aurait pu facilement gérer le courant. La jeune femme ne buvait pas d'alcool, ce que confirmaient la famille et les amis. Le pont n'était pas sur son itinéraire habituel. Elle n'avait pas prévu de passer par là. Néanmoins, les enquêteurs ont continué à poursuivre la version d'un incident fortuit. Les représentants des autorités policières ont accueilli avec scepticisme la version des proches. Ils ont souligné les particularités de la grande rivière avec ses forts courants souterrains. En certains endroits, les courants étaient si forts que même les nageurs expérimentés évitaient ces zones. Les enquêteurs ont soupçonné que Laurel avait pu tomber accidentellement dans l'eau ou être allée nager, mais n'avait pas réussi à gérer le courant. Cette version était soutenue par la présence de zones spécialement coordonnées, classées comme dangereuses pour les visiteurs. Cependant, l'expertise du médecin légiste a complètement réfuté les suppositions de la police. L'examen a révélé de multiples traces sur la jeune femme qui indiquaient un affrontement physique. Le type de blessure pointait vers l'autodéfense. Elle se situait principalement dans la zone des bras et de la partie supérieure de la poitrine. L'expertise médicale a établi que la cause principale était une blessure à la tête, et la rivière avait probablement été utilisée pour dissimuler les preuves. Malheureusement, le long séjour dans l'eau a compliqué la collecte de preuves supplémentaires. Même la vérification de la version d'une possible agression n'était pas possible. La plupart des traces avaient été perdues et les fragments conservés ne pouvaient pas être entièrement analysés. En ces années-là, les technologies d'investigation ADN commençaient tout juste à se développer, ce qui compliquait considérablement les enquêtes. Malgré la présence d'objets avec des traces biologiques, leur taille était trop petite pour un examen qualitatif. Toutes les preuves trouvées, vêtements,
chaussures, objets personnels de la jeune femme avec des traces suspectes ont été archivés. Pour la cérémonie d'adieu, tant de gens se sont rassemblés que l'église ne pouvait pas accueillir tous les endeuillés. Beaucoup sont restés dehors, exprimant leur soutien à la famille Mitchell et l'espoir d'une résolution rapide de l'affaire. Le premier tournant significatif s'est produit quelques mois plus tard. Une jeune femme inconnue a appelé la police d'une cabine téléphonique, prétendant avoir des informations sur l'incident. Mais quand le répartiteur a commencé à demander des détails, la communication s'est coupée. L'identité de la plante n'a pas pu être déterminée. La police s'est adressée avec un appel public à la population pour trouver le témoin mystérieux. On lui a promis un anonymat complet et une protection intégrale. Les autorités policières ont fait tout leur possible pour convaincre la jeune femme de les recontacter et de partager les informations qu'elle connaissait. Plus tard, une récompense de 50 000 $ a même été offerte. Une somme considérable pour cette époque. Mais le témoin mystérieux ne s'est jamais manifesté à nouveau. Cependant, la récompense offerte a apporté des difficultés inattendues. La police a reçu de nombreux rapports faux dont la vérification a pris du temps et des ressources. 6 mois après la disparition de Laurel, une femme nommée Catherine est venue au poste. Elle habitait dans la rue par où la jeune femme passait habituellement par le parc en rentrant du travail. Catherine a rapporté qu'elle avait vu Laurel vers 22h15. L'heure correspondait exactement à son itinéraire habituel de retour. Ce soir-là, la ménagère vaquait à ses occupations quotidiennes quand un son aigu de la rue a attiré son attention. À en juger par le bruit, une voiture avait freiné brusquement juste devant ses fenêtres. Des voix de jeunes fortes se faisaient entendre. Et quand Catherine s'est approchée de la fenêtre, elle a encore pu voir comment le coffre de la voiture se refermait. Laurel, qui venait de passer, a soudainement disparu du champ de vision. Dans la rue se trouvait une voiture rouge avec plusieurs jeunes gens qui est immédiatement partie en trombe. Le témoin n'a pu reconnaître ni la plaque de la voiture ni les visages des occupants, mais elle se souvenait de la voiture elle-même. Rouge, assez voyante pour l'époque. La police a immédiatement commencé à vérifier tous les propriétaires de véhicules similaires dans la région, mais 1 mois de recherche est resté sans résultat. Contrairement aux espoirs des enquêteurs et de la famille de Laurel, l'enquête atteignit une impasse. Ce n'est que des décennies plus tard que l'affaire reçut de nouveaux éléments. Au début de 2010, apparurent des technologies modernes d'analyse génétique qui permirent un nouveau regard sur les preuves existantes. Des spécialistes du FBI en profil psychologique furent inclus dans les enquêtes. Selon leur évaluation, la personne recherchée était un jeune habitant ou vivait à proximité. Les experts suspectaient qu'il avait possiblement des problèmes avec la loi et d'autres violations légales dans le passé. Cependant, malgré tous les efforts, aucun progrès substantiel ne put être accompli. Les traces biologiques existantes étaient trop insignifiantes pour une analyse complète d'ADN. À cette époque fut établi un groupe spécial d'enquête pour les affaires non résolues du passé. Quand vint le tour de l'histoire de Laurel Mitchell, ses parents âgés exprimèrent à nouveau l'espoir de connaître la vérité sur ce qui était arrivé à leur fille. Les enquêteurs décidèrent de rouvrir l'affaire, sans se baser sur les conclusions contradictoires d'il y a 30 ans. Malheureusement, les Mitchell ne vécurent pas pour obtenir des réponses à leurs questions. Jusqu'en 2012, l'énigme resta non résolue. À ce moment, les parents de Laurel étaient décédés de vieillesse. Jusqu'au dernier jour, ils espérèrent connaître la vérité. Après leur mort, le frère et la sœur de Laurel décidèrent de continuer la recherche de la vérité. Les enquêtes reçurent un nouvel élan grâce aux médias. Une série de reportages éclaira la triste histoire de leur sœur et l'enquête infructueuse qui dura presque 40 ans. Plusieurs mois de couverture intensive dans les médias et sur Internet apportèrent un résultat inattendu. Une femme nommée Renée vint à la police. En 1975, elle vivait du même âge que Laurel, également dans cette région. Environ une semaine après l'incident, elle rencontra un homme nommé John Lehman. Leur connaissance commença lors d'une fête. Une relation se développa qui continua même après l'incident avec Laurel, dont toute la ville parlait. Lors d'une de leurs rencontres, John, après avoir trop bu, commença à raconter à Renée son passé. Selon ses mots, son ami avait arrêté une jeune femme dans la rue cet été-là. Il fut témoin des événements,
mais n'intervint pas. John décrivit les événements dans les moindres détails, mais affirma que son amie l'avait fait. À l'époque, elle ne prêta pas attention à ses mots, mais des années plus tard, quand elle vit le reportage, des doutes lui vinrent et elle décida de partager l'information avec la police. Le récit de René intéressa les enquêteurs. John connaissait de nombreux détails de l'incident qui ne furent jamais publiés dans la presse, ni alors, ni maintenant. Cependant, l'enquête rencontra de nouvelles difficultés. René rapporta qu'ils se séparèrent peu après cette conversation. Jusqu'à aujourd'hui, la femme ne savait rien sur son destin ultérieur. De plus, aucune information ne fut trouvée dans la base de données policière sur l'ex-petite amie. Apparemment, il n'avait pas eu de problème avec la loi. Les enquêteurs tentèrent d'établir l'identité de John, ou peut-être parlait-il à la troisième personne de lui-même, et il n'y avait aucun ami. René essaya de se rappeler le nom avec difficulté. Dans sa mémoire surgit quelque chose qui ressemblait à Bindi ou Bendy. En révisant l'affaire, les enquêteurs décidèrent d'examiner à nouveau la liste de toutes les personnes impliquées, anciens suspects et témoins. Parmi les nombreux noms, un attira particulièrement l'attention de René. Fred Bandy. Sa personnalité souleva des questions dès le début. Il s'avéra que quelques années après la disparition de Laurel, un jeune homme nommé Bill se présenta à la police. Il raconta sa connaissance avec Fred Bandy, un homme sans domicile fixe, travail ni éducation. Bill mentionna son agression incontrôlée et ses problèmes d'alcool. Lors d'une rencontre commune, Fred partagea une histoire inquiétante sur comment lui et son ami John arrêtèrent une jeune femme inconnue dans la rue. Selon les mots de Fred, ils firent cela sans raison. Comme ça, quand la jeune femme essaya de partir, Fred perdit le contrôle. Il continua ses actions même après qu'elle eut perdu connaissance. Fred avoua qu'il avait complètement perdu le contrôle de lui-même. Avec son compagnon, ils emmenèrent la jeune femme hors de la ville et éliminèrent toutes les traces de l'incident dans la rivière. À ce moment, la déclaration de Bill ne provoqua pas de réaction sérieuse. Il ne connaissait pas le nom de la jeune femme, et ces mots ne pouvaient pas être vérifiés. Plus tard, les déclarations furent ajoutées à l'affaire de Laurel, mais les enquêtes n'avancèrent pas en raison du manque de preuves confirmatives. Après avoir examiné les documents, les enquêteurs découvrirent une connexion. Le John Lehman mentionné, compagnon de Fred, était le même homme qui avait avoué à Renaud. Il fallait maintenant collecter des échantillons génétiques des principaux suspects pour comparaison. Jusqu'à l'année 2019, la technologie avait fait des progrès considérables. Cependant, il n'y avait aucune information ni sur John ni sur Fred jusqu'à présent. Les enquêteurs obtinrent accès à des équipements modernes qui pouvaient analyser même des traces microscopiques de matériel biologique. En 2019 commença le réexamen de toutes les preuves, vêtements, chaussures, objets personnels et bijoux de Laurel. Malgré la technologie la plus avancée, le processus dura presque 1 an. En février 2020, les enquêtes réalisèrent une percée importante. Lors d'un réexamen des vêtements de Laurel, les criminologues découvrirent des traces microscopiques qui étaient passées inaperçues pendant des décennies. Les enquêteurs avaient des matériaux de comparaison. Les échantillons de Fred étaient stockés dans les bases de données en raison de ses délits antérieurs. La première comparaison montra seulement 80% de correspondance, pas suffisant pour des conclusions définitives. Cependant, après plusieurs analyses répétées avec de nouvelles méthodes, les experts obtinrent une correspondance presque complète avec les échantillons de Fred. En 2023, la police décida d'arrêter Fred Bandy et son ami John Lehman. Selon les autorités policières, Fred avait eu 3 cas de mauvaise conduite envers de jeunes femmes dans le passé. Pour tous ces épisodes, il ne reçut qu'une courte peine de prison. Lors de l'interrogatoire, Fred avoua sa participation à la disparition de Laurel et mentionna qu'il agit avec John, qui en 1975 possédait une voiture rouge. Il essaya de transférer la responsabilité principale à son ami, mais ne put expliquer pourquoi seules ces traces furent trouvées sur les affaires de la jeune femme. Les 2 hommes furent arrêtés presque 48 ans après l'incident.
Les proches de Laurel exprimèrent leur amertume du fait que ces personnes menèrent une vie normale pendant des décennies, tandis que la police tentait sans succès de les trouver. Les détenus commencèrent à s'accuser mutuellement. Fred désigna John comme le principal coupable, tandis que John affirma que Fred avait commis les actions illégales contre Laurel. John nia sa participation directe et expliqua son silence pendant des années par la peur de son ami. Les défenseurs ont activement invoqué la prescription des événements et ont tenté de contester les preuves de l'accusation. Les avocats ont utilisé des méthodes standards de défense pour atténuer la culpabilité de leurs clients. Cependant, leur réputation antérieure a considérablement compliqué cette tâche. Après avoir examiné tous les arguments, le jury s'est retiré pour délibérer. Après 1 heure, ils ont annoncé leur verdict. Fred Bundy, âgé de 69 ans, a été déclaré coupable du chef d'accusation le plus grave. Lors des audiences finales du procès, Fred a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération anticipée. Il est remarquable que l'affaire a été jugée selon les lois de 1975, quand il n'y avait que 2 options de punition: la prison à vie avec droit à la libération conditionnelle ou la peine maximale. Plus tard, la mesure de punition extrême a été abolie dans l'État. C'est pourquoi Fred est allé en prison jusqu'à la fin de ses jours. Le public a vivement discuté de la justice du verdict. Beaucoup l'ont considéré trop clément compte tenu de la gravité de l'acte. Un autre participant de l'affaire, John Lehman d'Auburn, État d'Indiana, âgé de 68 ans, a pris un chemin différent. Il a conclu un accord avec les enquêteurs et a avoué sa complicité. En échange de sa coopération, John n'a reçu que 8 ans de prison. Contrairement à l'accusé principal, il avait la chance de sortir libre un jour. Selon les conditions de l'accord, John devait témoigner au tribunal contre son complice. Après l'annonce du verdict, la sœur de Laurel, âgée de 62 ans, a organisé une cérémonie symbolique. Elle a lâché des ballons avec l'inscription « Nous l'avons attrapé » dans le ciel. Ainsi, la famille a célébré le triomphe tant attendu de la justice. Malheureusement, les 2 participants ont pu mener une longue vie en liberté pendant les décennies passées, tandis que la jeune femme de 17 ans s'est vue retirer cette possibilité de la manière la plus insensée.